Partie 2. À l'hôtel Tocatlian. À l'hôtel Tocatlian, Hercule Poirot demanda une chambre avec bain. Puis il s'approcha du bureau du concierge et demanda s'il y avait du courrier. 3 lettres l'attendaient ainsi qu'un télégramme. Ses sourcils se haussèrent légèrement à la vue du télégramme. C'était inattendu. Il l'ouvrit avec son calme habituel, sans précipitation. Les mots imprimés ressortaient clairement. Le développement que vous avez prédit dans l'affaire Kastner s'est produit de manière inattendue. Veuillez rentrer immédiatement. Voilà qui est embêtant, marmonna Poirot contrarié. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Je vais devoir partir ce soir, dit-il au concierge. À quelle heure part le Simplon-Orient ? À 9 heures, monsieur. Pouvez-vous me réserver un wagon-lit ? Assurément, monsieur. Il n'y a aucune difficulté à cette période de l'année. Les trains sont presque vides. Première ou deuxième classe ? Première. Très bien, monsieur. Jusqu'où allez-vous ? À Londres. Très bien, monsieur. Je vais vous réserver un billet pour Londres et vous réserver un wagon-lit dans le compartiment Stamboul-Calais. Poirot jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. Il était 10 minutes avant 8 heures. J'ai le temps de dîner ? Mais bien sûr, monsieur. Le petit Belge acquiesça. Il annula sa commande de chambre et traversa le hall pour se rendre au restaurant. Alors qu'il passait sa commande au serveur, une main se posa sur son épaule. « Ah, mon vieux, mais c'est un plaisir inattendu, » dit une voix derrière lui. L'interlocuteur était un homme âgé, court et corpulent, les cheveux coupés en brosse. Il souriait avec délice. Poirot se leva. « Monsieur Bouc. »« Monsieur Poirot. » Monsieur Bouc était belge, directeur de la Compagnie internationale des wagons-lits, et sa connaissance avec l'ancienne vedette de la police belge remontait à de nombreuses années. « Vous vous trouvez loin de chez vous, mon cher, » dit Monsieur Bouc. « Une petite affaire en Syrie. »« Ah. Et vous rentrez chez vous, quand ? » ? « Ce soir. »« Formidable. »« Moi aussi. »« Enfin, je vais jusqu'à Lausanne, où j'ai des affaires. » « Vous voyagez sur le Simplon-Orient, je présume ? » ? « Oui. Je viens de leur demander de me réserver un wagon-lit. J'avais l'intention de rester ici quelques jours, mais j'ai reçu un télégramme me rappelant en Angleterre pour des affaires importantes. »« Ah, » soupira Monsieur Bouc. « Les affaires. Mais toi, tu es au sommet de l'arbre de nos jours, mon vieux. » « J'ai peut-être eu quelques petits succès, » répondit Hercule Poirot en essayant de paraître modeste, mais échouant lamentablement. Monsieur Bouc rit. « Nous nous retrouverons plus tard, » dit-il. Hercule Poirot se consacra à la tâche de garder ses moustaches hors de la soupe. Cette tâche difficile accomplie, il jeta un coup d'œil autour de lui en attendant le plat suivant. Il n'y avait qu'une demi-douzaine de personnes dans le restaurant, et parmi cette demi-douzaine, seuls 2 intéressaient Hercule Poirot. Ces 2-là étaient assis à une table non loin. Le plus jeune était un jeune homme sympathique d'une 30aine d'années, visiblement américain. Cependant, ce n'était pas lui, mais son compagnon qui avait attiré l'attention du petit détective. C'était un homme d'environ 70 ans. De loin, il avait l'aspect bonhomme d'un philanthrope. Sa calvitie naissante, son front bombé, sa bouche souriante qui dévoilait un ensemble de fausses dents très blanches semblaient tous parler d'une personnalité bienveillante. Seuls les yeux contredisaient cette hypothèse. Ils étaient petits, enfoncés et rusés. Non seulement cela. Lorsque l'homme, faisant une remarque à son jeune compagnon, regarda à travers la pièce, son regard s'arrêta un instant sur Poirot et juste pour cette seconde, il y avait une étrange malveillance, une tension anormale dans le regard. Puis il se leva. « Payez l'addition, Hector, » dit-il. Sa voix était légèrement rauque. Elle avait une qualité étrange, douce et dangereuse. Lorsque Poirot rejoignit son ami dans le salon, les 2 autres hommes quittaient l'hôtel. Leurs bagages étaient descendus. Le plus jeune supervisait le processus. Finalement, il ouvrit la porte vitrée et dit « Quitte ready now, Mr. Ratchet. » L'homme plus âgé marmonna son accord et sortit. « Eh bien, » dit Poirot. « Que pensez-vous de ces 2-là ? » « Ils sont américains, » dit Monsieur Bouc. « Assurément, ils sont américains. Je voulais dire,
Que pensez-vous de leur personnalité? Le jeune homme semblait tout à fait aimable. Et l'autre? Pour vous dire la vérité, mon ami, je ne l'ai pas aimé. Il m'a donné une impression désagréable. Et vous? Hercule Poirot mit un moment à répondre. Quand il m'a croisé dans le restaurant, dit-il enfin, j'ai eu une impression curieuse. C'était comme si un animal sauvage, mais sauvage. Vous comprenez, m'avait frôlé. Pourtant, il avait l'air tout à fait respectable. Précisément. Le corps la cage est tout à fait respectable, mais à travers les barreaux, l'animal sauvage regarde. Vous êtes fantaisiste, mon vieux, dit Monsieur Bouc. C'est peut-être le cas. Mais je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que le mal m'avait frôlé de très près. Ce respectable gentleman américain? Ce respectable gentleman américain. Eh bien, dit Monsieur Bouc joyeusement, c'est peut-être le cas. Il y a beaucoup de mal dans le monde. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et le concierge s'approcha d'eux. Il avait l'air préoccupé et désolé. C'est extraordinaire, monsieur, dit-il à Poirot. Il n'y a pas une seule couchette de première classe disponible dans le train. Comment? S'écria Monsieur Bouc. À cette période de l'année? Ah, sans aucun doute, il y a une sorte de groupe de journalistes, de politiciens. Je ne sais pas, monsieur, dit le concierge en se tournant vers lui avec respect. Mais c'est comme ça. Eh bien. Monsieur Bouc se tourna vers Poirot. N'ayez crainte, mon ami. Nous arrangerons quelque chose. Il y a toujours un compartiment. C'est le numéro 16, qui n'est pas occupé. Le chef de train veille à cela. Il sourit, puis regarda l'horloge. Venez, dit-il, il est temps de partir. À la gare, Monsieur Bouc fut accueilli avec empressement respectueux par le chef de train en uniforme brun. Bonsoir, monsieur. Votre compartiment est le numéro 1. Il appela les porteurs et ils roulèrent leur chargement à mi-chemin le long du wagon sur lequel les plaques en étain proclamaient sa destination. Istanbul-Trieste-Calais. Vous êtes complet ce soir, paraît-il? C'est incroyable, monsieur. Tout le monde a choisi de voyager ce soir. Pourtant, vous devez trouver de la place pour ce monsieur ici. C'est un ami à moi. Il peut avoir le numéro 16. C'est pris, monsieur. Quoi? Le numéro 16? Un regard de compréhension passa entre eux, et le chef de train sourit. C'était un homme grand et salaud d'âge moyen. Mais oui, monsieur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes complets, partout. Mais que se passe-t-il? Demanda Monsieur Bouc en colère. Il y a une conférence quelque part? C'est une fête? Non, monsieur. C'est juste le hasard. Il se trouve simplement que beaucoup de gens ont choisi de voyager ce soir. Monsieur Bouc fit un bruit de contrariété. À Belgrade, dit-il, il y aura la voiture de correspondance en provenance d'Athènes. Il y aura aussi la voiture Bucarest-Paris. Mais nous n'arrivons pas à Belgrade avant demain soir. Le problème est pour ce soir. Il n'y a pas de place en deuxième classe libre? Il y a une place en deuxième classe, monsieur. Eh bien, alors. Mais c'est une place de dame. Il y a déjà une femme allemande dans le compartiment, une femme de chambre. Là, c'est gênant, dit Monsieur Bouc. Ne vous tourmentez pas, mon ami, dit Poirot. Je dois voyager dans un wagon ordinaire. Pas du tout. Pas du tout. Il se tourna une fois de plus vers le chef de train. Tout le monde est arrivé? Il est vrai, dit l'homme, qu'il y a un passager qui n'est pas encore arrivé. Il parla lentement, avec hésitation. Mais parlez donc. Numéro 7, une place en deuxième classe. Le monsieur n'est pas encore arrivé, et il est 4 minutes avant 9 heures. Qui est-ce? Un Anglais, le chef de train consulta sa liste. Un certain monsieur Harris. Un nom de bon augure, dit Poirot. Je lis mes Dickens. Monsieur Harris ne viendra pas. Mettez les bagages de monsieur dans le numéro 7, dit Monsieur Bouc. Si ce monsieur Harris arrive, nous lui dirons qu'il est trop tard, qu'on ne peut pas retenir les places si longtemps, nous arrangerons la situation d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça me fait, un monsieur Harris? Comme monsieur le souhaite, dit le chef de train.
Il parla au porteur de Poirot, lui indiquant où aller. Puis il se tint à l'écart des marches pour laisser entrer Poirot dans le train. Tout à fait au bout, monsieur, appela-t-il. L'avant-dernier compartiment. Poirot avança dans le couloir, un progrès quelque peu lent, puisque la plupart des gens voyageant étaient debout à l'extérieur de leur wagon. Ces « pardons » polis étaient prononcés avec la régularité d'une horloge. Enfin, il atteignit le compartiment indiqué. À l'intérieur, atteignant une valise, se trouvait le grand jeune Américain du Tocatlian. Il fronça les sourcils lorsque Poirot entra. « Excusez-moi, dit-il. Je pense que vous avez fait une erreur. » Puis, laborieusement en français, « Je crois que vous avez commis une erreur. » Poirot répondit en anglais. « Vous êtes monsieur Harris ? » « Non, mon nom est McQueen. » Mais à ce moment-là, la voix du chef de train des wagons lui parla par-dessus l'épaule de Poirot, une voix apologétique, plutôt essoufflée. « Il n'y a pas d'autre place dans le train, monsieur. Le monsieur doit venir ici. » Il remontait la vitre du couloir en parlant et commença à soulever les bagages de Poirot. Poirot remarqua l'excuse dans son ton avec un certain amusement. Sans doute l'homme avait été promis un bon pourboire s'il pouvait garder le compartiment pour l'usage exclusif de l'autre voyageur. Cependant, même les pourboires les plus munificents perdent leur effet lorsque le directeur de la compagnie est à bord et donne ses ordres. Le chef de train émergea du compartiment, ayant hissé les valises sur les racks. « Voilà, monsieur, dit-il. Tout est arrangé. Le vôtre est la couchette supérieure, le numéro 7. Nous partons dans une minute. » Il se précipita dans le couloir. Poirot réintégra le compartiment. « Un phénomène que j'ai rarement vu, dit-il joyeusement. Un chef de train des wagons-lits qui monte lui-même les bagages. C'est inouï. » Son compagnon de voyage sourit. Il avait visiblement surmonté son irritation, avait probablement décidé que ça ne servait à rien de prendre la situation autrement que philosophiquement. « Le train est remarquablement plein, dit-il. » Un sifflet retentit, suivi d'un long cri mélancolique du moteur. Les deux hommes sortirent dans le couloir. Dehors, une voix criait « En voiture !»« Nous partons, » dit McQueen. Mais il n'était pas tout à fait parti. Le sifflet retentit à nouveau. « Dites, monsieur, » dit soudain le jeune homme. « Si vous préférez avoir la couchette du bas, plus facile et tout ça, eh bien, ça me va. » Un jeune homme aimable. « Non, non, » protesta Poirot. « Je ne voudrais pas vous priver. » « C'est bon. Vous êtes trop aimable. » Des protestations polies des deux côtés. « Ce n'est que pour une nuit, » expliqua Poirot. « À Belgrade. » « Oh. Je vois. Vous descendez à Belgrade. » « Pas exactement. Vous voyez. » Il y eut un soubresaut soudain. Les deux hommes se retournèrent vers la fenêtre, regardant la longue plateforme éclairée qui glissait lentement devant eux. L'Orient Express avait commencé son voyage de 3 jours à travers l'Europe.